Bienvenue dans cette émission produite par Fondact, l'association qui réunit ceux qui croient dans les vertus du partage des profits pour faire réussir ensemble les salariés et les entreprises. Pour Fondact, disons-le tout net, 2019 a été une bonne année puisque la loi Pacte a repris nombre des propositions que l'association défendait, souvent dans le désert, depuis des années. Nous y reviendrons. 6 mois après la promulgation de cette loi, et dont les décrets d'application ont été publiés en août, nous avons donc souhaité faire le point sur les changements qu'elle apporte dans le domaine de l'épargne salariale et surtout répondre à vos questions. Pour ce faire, nous avons réuni deux grands spécialistes de la question, Gérard Kenzenbaum qui est à ma gauche, avocat honoraire qui a longtemps dirigé le département droit et gestion sociale de FIDAL et qui continue à exercer son sens critique sur les nouveaux textes législatifs. Il est également membre du bureau de Fondact. Et à ma droite, monsieur Patrice Dichand, qui est en charge de l'épargne salariale à la Direction générale du travail et qui, lui, suit depuis de très nombreuses années et souvent écrit ces mêmes textes. Pour ceux qui regardent cette émission en direct, vous pouvez à tout moment nous poser vos questions, l'espère nombreuses. Je crois que vous avez un bouton à gauche de votre écran sur le site Fondact qui vous permet de le faire. Nous répondrons à un maximum de questions et à celles où nous n'aurons pas eu le temps de répondre, vous pourrez trouver réponse dans les jours qui viennent sur le site de Fondact. Et bien sûr, l'émission sera aussi disponible sur le site de Fondact très bientôt, dès demain. Alors, je vais commencer par vous, Patrice Dichand. Vous en avez vu passer des textes, on l'a dit, réformant en profondeur ou à la marge l'épargne salariale. Cette loi Pacte, majeure ou mineure ? Plutôt majeure. Ce n'est pas la grande loi refondatrice de l'épargne salariale de 2001, mais c'est une loi majeure comme celle de décembre 2006 et de décembre 2008, qui comporte beaucoup de mesures relatives à l'épargne salariale et surtout à l'actionnariat salarié. Bien sûr, la loi Pacte est protéiforme et l'épargne salariale ne concerne qu'une partie de cette loi. Néanmoins, les mesures sont d'importance, on va le voir, même si la plus importante d'entre elles, la suppression du forfait social, a été exfiltrée de la loi Pacte pour être intégrée dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et pour vous, Gérard, c'est quoi la mesure la plus importante? Ce forfait social pour moi, la mesure la plus importante, c'est bien, je suis tout à fait d'accord avec M. Dichand, la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés, qu'il s'agisse de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement au PE et au PERCO. Pour les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement, et la réduction du forfait social de 20% à 10% sur les opérations d'actionnariat salarié, sur la souscription et l'acquisition des titres dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise. C'est bien la mesure la plus importante, même si elle s'est trouvée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, elle était dans le projet de loi. D'accord. C'est une affaire de parlementaires et d'Assemblée nationale. Alors justement, nous allons maintenant rentrer dans le détail. Nous avons séquencé cette émission en 5 parties, d'environ une dizaine de minutes chacune. Encore une fois, posez-nous vos questions. Je les recevrai là en direct, normalement, si tout va bien, sur mon iPhone, et je pourrai les communiquer à nos intervenants. Les 5 séquences, c'est la participation, l'intéressement, le plan d'épargne entreprise, l'actionnariat salarié et la gouvernance des FCPE, et une petite conclusion autour du PERCO. Voilà. Alors, on commence par la participation. Dans un premier temps, Patrice Dichand va nous faire un petit résumé des principales mesures qui concernent. Alors, la principale mesure n'est en fait pas une mesure spécifique participation. Ce sont les nouvelles modalités d'appréciation du franchissement des seuils. Ces modalités ont changé radicalement dans la loi Pacte. Encore une fois, ce ne sont pas des modalités qui ont été conçues spécifiquement pour la participation, mais qui concernent beaucoup d'effets de seuil dans beaucoup de codes, y compris le Code du travail. Alors, en ce qui concerne la participation, ça a un effet évidemment important, dans la mesure où le nouveau calcul du seuil d'assujettissement à la participation, c'est-à-dire le seuil de 50 salariés, va dorénavant être radicalement changé, puisque on sera assujetti dès lors que l'on aura atteint le seuil de 50 salariés en moyenne sur 12 mois pendant une année. Dès lors que ce seuil est atteint,
Pour autant, les effets de l'assujettissement sont différés. C'est très important car ce mode d'emploi qui est dans le nouvel article 130-1 du Code de la sécurité sociale crée en fait un double niveau. Déjà, le premier niveau, comment calcule-t-on un seuil? Et le deuxième niveau, une fois le seuil atteint, quels sont ses effets? Eh bien, en matière de participation, comme pour les autres effets de seuil, il y a dorénavant un décalage de 5 ans. Une fois que vous avez atteint le seuil d'assujettissement de 50 salariés pendant 12 mois en moyenne sur une année, vous n'êtes pas tenu de mettre en place un accord de participation tout de suite, même si vous pouvez le faire volontairement, mais il y a un décalage de 5 ans. Il faut donc que ce seuil soit atteint pendant 5 ans. Et si c'est le cas, l'année 5 plus 1 est couverte, donc la 6e année, est couverte, doit être couverte par un accord de participation obligatoirement. C'est un changement radical destiné à permettre aux entreprises de s'acclimater à leurs nouvelles obligations. Une autre mesure qui est peut-être passée un peu inaperçue et qui n'est pas forcément réellement intuitive, c'est le nouveau plafond pour la répartition proportionnelle au salaire de la participation. Alors, ce n'est pas un plafond de répartition, de distribution, c'est un plafond qui écrète les salaires à prendre en compte quand il y a une répartition proportionnelle au salaire. La répartition proportionnelle au salaire est en fait la répartition de droit commun, on va dire ça comme ça, la répartition historique de la participation, et donc la plus courante. En conséquence, le législateur a voulu, en quelque sorte, écréter l'importance de cette répartition proportionnelle au salaire, et dorénavant, les salaires seront plafonnés, les salaires pris en compte pour cette répartition seront plafonnés non plus à 4 passes, à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale comme maintenant, mais à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale. Donc, mesure assez défavorable au cadre. Ce n'est pas une mesure favorable au cadre, c'est une mesure favorable à une uniformisation de la répartition de la participation, et d'ailleurs le législateur nous a demandé de lui concocter un rapport sur l'impact de cette mesure sur la répartition de la participation. À quelle date ce rapport? Dans les 2 ans. D'accord. Donc l'important, c'est que ce nouveau plafond, comme tous les plafonds de la participation, est d'ordre public, donc s'applique d'office à tous les accords de participation. En clair, ça va s'appliquer à la période de calcul 2019, ouverte au moment de la publication de la loi, donc pour les sommes qui seront calculées et réparties en 2020. D'accord. Enfin, le dernier point qui lui aussi est très important, c'est quand même une loi qui a modifié le régime de la participation, c'est la suppression des comptes courants bloqués. Là encore, il s'agissait d'une modalité de gestion de la participation historique. Une participation, quand le salarié ne demande pas sa perception immédiate, est bloquée pendant 5 ans. Elle est bloquée soit sur un plan d'épargne entreprise, il est obligatoire de le proposer, soit de façon optionnelle sur un compte courant bloqué. Or, dorénavant, depuis la loi Pacte, les comptes courants bloqués disparaissent. Et pas totalement du paysage, puisqu'ils seront encore utilisés pour le régime d'autorité de la participation ou pour les SCOP, mais hormis ces 2 cas de figure, il n'y a plus de compte courant bloqué pour les nouveaux accords de participation. Le législateur, dans sa grande sagesse, a tenu à ce que les accords en cours, qui comportaient des comptes courants bloqués, puissent continuer à s'appliquer sans changement. Ceci étant, si ces accords sont à durée déterminée et qu'ils s'arrêtent naturellement, la conclusion du nouvel accord ne pourra plus reprendre de compte courant bloqué. Donc là, dans la mesure où c'est une modalité de gestion historique depuis 1967 de la participation, nous sommes vraiment sur un changement important.
D'accord. Alors justement, j'ai une première question qui est proche de ce que vous venez d'aborder. Si mon accord de participation prévoit l'investissement en compte courant bloqué et que l'accord était à durée indéterminée, y a-t-il une limite de temps pour supprimer ce mode d'investissement? Non, vous pouvez toujours garder vos comptes courants bloqués jusqu'à ce qu'éventuellement le législateur revoie sa copie. Mais dans un cas comme celui-là, d'un accord à durée déterminée, sauf s'il y a dénonciation de l'accord à un moment ou à un autre, il n'y a pas de changement. Autre question. Le nouveau seuil de déclenchement de la participation s'applique-t-il pour la participation au titre de l'exercice 2019? C'est la question qui fâche, parce que dans la loi Pacte, il y a un double seuil. Une double date d'application. Les mesures relatives à la participation s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Or, ces mesures font dorénavant référence à l'article 130-1 du Code de la Sécurité sociale, qui, lui, ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2020. Alors, comment faut-il articuler ces deux dates a priori contradictoires? Eh bien, pour l'assujettissement à la participation sur 2019, on sera obligé de se placer à exercice échu, c'est-à-dire début 2020. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra calculer le seuil de la participation sur 2019. En 2020, l'article 130-1 de la participation s'appliquera bien. Donc, a priori, en 2019, pour l'exercice 2019, il y aura bien application des nouveaux effets de seuil, y compris du moratoire de 5 ans. Nous sommes en train de travailler une instruction sous forme de questions-réponses qui précisera toutes ces questions. Et encore une question. Et pourquoi ne pas avoir laissé les comptes courants bloqués s'éteindre en 5 ans? C'est une bonne question à poser à votre député. A priori, moi, je prends en compte la loi telle qu'elle existe, telle qu'elle a été écrite. Il est clair que les comptes courants bloqués dans les accords en cours peuvent continuer à s'appliquer. Maintenant, il n'est pas impossible, effectivement, comme je le disais, que le législateur puisse revoir sa copie, car l'idée implicite, c'est effectivement de sortir des comptes courants bloqués qui, il est vrai, entretiennent une confusion institutionnelle entre le patrimoine du salarié et le patrimoine de l'entreprise, ce qui n'est pas nécessairement très sain. Bon, le message est passé. Interpellez votre député sur ce point. Alors, nous allons passer à la deuxième séquence qui concerne l'intéressement. Néanmoins, si vous avez un regret, que vous avez des questions sur la participation que vous n'avez pas posées, vous pouvez encore une fois les poser. Comme je vous l'ai dit, on y répondra soit immédiatement, soit sur le site de Fondact. Alors, donc, les nouveaux accords d'intéressement, enfin l'intéressement, qu'est-ce que la loi Pacte a changé? Je passe la parole à Gérard Castenbaum. Elle a d'abord changé quelque chose qui me paraît très important, aussi important que le seuil d'effectif de la participation, c'est la sécurisation juridique et fiscale des accords d'intéressement. On a jusqu'à présent, si vous voulez, les entreprises ont l'obligation de déposer leur accord d'intéressement dans la quinzaine, dans les 2 semaines qui suivent le délai maximum pour conclure l'accord. En principe, si on conclut un accord sur un exercice qui correspond à l'année civile, on a jusqu'au 30 juin pour le conclure et on doit déposer avant le 14 juillet. L'administration a 4 mois pour examiner l'accord. Si elle ne fait pas d'observation, si elle ne faisait pas d'observation jusqu'à présent, l'accord était valable, mais cette validation ne valait que pour l'exercice en cours et pour les exercices antérieurs. Il en est de même d'ailleurs, il en était de même pour la participation et les plans d'épargne, c'est toujours pareil. Par contre, pour l'intéressement, je dois dire que c'est une réforme très très utile. La validation vaudra pour l'avenir et pour toute la durée de l'accord. Seulement, l'article du Code du travail qui régit le contrôle administratif des accords d'intéressement offre à l'administration un délai supplémentaire de 2 mois
par rapport à ce délai de 4 mois qui, pour les accords d'intéressement uniquement, pas pour les accords de participation, ni les PE ni les PERCO, qui restent eux à 4 mois, ils passent à 6 mois. Passé ce délai, s'il n'y a pas d'observation, l'accord est valable jusqu'à son terme. Sauf bien sûr si l'application n'est pas conforme au terme de l'accord. Mais ça, c'est une réforme très très importante et un texte très intéressant. Alors, le reste est quand même moins important, mais tout aussi intéressant. Il y a d'abord une simplification qui fait que le plafond de la prime des droits, de la prime collective d'intéressement, qui était égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, alors qu'il était de 75% pour la participation, a été harmonisé avec celui de la participation, il passe à 75%. Ensuite, il y a le maintien des accords en cas de restructuration, c'est-à-dire fusion, cession, acquisition, etc. Ce n'est pas une modification qui s'appliquera couramment. Mais enfin, si la restructuration impose la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, ce qui suppose en fait qu'elles ne sont pas transférées, l'accord d'intéressement se poursuivra ou pourra être renouvelé selon les modalités initiales de négociation. Mais s'il se révèle impossible à appliquer, il cessera comme auparavant de produire des effets. Enfin, on a mis fin, on a quelques modifications qui sont plus secondaires. On a d'abord une règle qui concerne les reliquats éventuels de répartition, ce qui n'est pas très fréquent en matière d'intéressement, ça arrive. Il y en a eu, il y a eu un arrêt très important de la Cour de cassation qui considérait, il y a quelques années, que les règles qui existent toujours en matière de participation n'étaient pas transposables en matière d'intéressement. Ce qui était tout à fait logique puisque les institutions sont autonomes les unes par rapport aux autres. Alors en fait, le nouvel article du Code du travail, qui correspond à l'article 157 de la loi, permet désormais de répartir les reliquats éventuels comme le principal, comme ce qui a déjà été réparti, selon les mêmes modalités en gros que la participation, c'est-à-dire jusqu'à épuisement et par rapport, une fois que les plafonds individuels sont épuisés, et il y a à chaque fois une nouvelle répartition jusqu'à la fin. Mais à condition, ce qui est différent de la participation, à condition que l'accord le prévoit, c'est-à-dire qu'il faudra que les accords soient modifiés. Et pour modifier les accords d'intéressement, il faut qu'il y ait l'accord unanime des parties signataires. Ensuite, il y a deux modifications encore plus secondaires, c'est que l'intéressement de projet qui jusqu'ici n'a rencontré qu'un succès d'estime, on va dire. Vous pouvez nous rappeler en un mot ce que c'est un intéressement de projet ? L'intéressement de projet, c'est un intéressement qui s'applique normalement, qui s'applique dans le texte d'origine, il s'appliquait sur un projet bien défini et pour des entreprises distinctes qui participaient en commun à un projet et qui avaient déjà un accord d'intéressement. C'est-à-dire que s'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de possibilité d'intéressement de projet. L'exemple qu'on donne toujours, c'est le viaduc de Millau. Puisque c'est les consortiums en matière de BTP. Alors, effectivement, c'est possible, mais c'est pas... C'est intéressant pourtant. C'est intéressant, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, à mon avis. Donc désormais, on pourra intégrer l'intéressement de projet dans un accord d'entreprise. Ce qui signifie que s'il y a un projet dans l'entreprise qui concerne soit toute l'entreprise, soit certaines parties de l'entreprise, on pourra instituer un intéressement de projet d'une durée à la limite plus courte que l'intéressement encore c'est à l'administration de nous dire si c'est possible, mais plus courte que l'accord d'intéressement lui-même, mais ça me paraît logique. Si c'est un projet qui s'étale sur 2 ans alors que l'accord est conclu pour 3 ans,
qui ne concerne par exemple qu'une usine alors qu'il y a plusieurs usines, il pourra s'intégrer dans l'accord. D'accord. Le texte est modifié donc de façon assez intéressante. Peut-être qu'il aura plus de succès comme ça. Comme ça, oui. C'est Vous aviez possible. un dernier point sur ce... Alors il y a un dernier point, c'est que dans la formule de calcul, on peut désormais intégrer des objectifs pluriannuels de performance. D'accord. Bon, je crois que ça, c'est un peu la loi là qui reprend une pratique. Pratique pas très répandue, mais qui existait en fait. Alors, j'ai une première question. Qu'est-ce qui justifie peut-être cette différence de régime entre l'accord de participation et l'accord d'intéressement s'agissant de la validation de l'accord pour l'avenir en l'absence de remarques de l'administration? Je crois que je ne sais pas, là encore, vous pourriez Interroger le législateur. Interroger son député. Enfin, il y a quand même, évidemment, ça aurait été plus simple, mais plus simple, c'est peut-être pas tellement français. Ça aurait été plus simple de faire la même chose pour toutes les institutions. Il y a quelque chose. Oui, pardon. Votre avis, Pardon, je ne vous interromps Non, pas, pas mais du tout, c'est c'est un débat. une mesure un peu pragmatique dans la mesure où l'essentiel des contentieux, qui ne sont pas pléthores d'ailleurs, tourne autour de l'intéressement et l'essentiel des contrôles de l'administration tourne autour de l'intéressement. Les accords de participation sont souvent des accords à durée indéterminée. Par contre, les accords d'intéressement durent 3 ans et sont régulièrement renouvelés. Donc, s'il y a un dispositif d'épargne salariale qui est contrôlé, voire qui est contesté, c'est bien l'intéressement. Donc, je pense que le législateur a voulu régler ce problème qui se posait surtout sur l'intéressement. C'est très pragmatique. D'accord. Après, effectivement, ça peut avoir vocation à être étendu, ça paraît très logique. Je crois qu'il y a une autre raison, c'est l'esprit de la législation. C'est que la participation, que ce soit l'accord de participation, le règlement du PE ou du PERCO, c'est beaucoup plus institutionnalisé et beaucoup plus rigide que l'accord d'intéressement. Dans l'accord d'intéressement, que ce soit la formule, c'est beaucoup plus souple. Et donc, c'est assez logique qu'on Voilà, d'accord. Voilà pour l'esprit de la loi. D'accord. Alors, autre question. Bon, quelquefois, l'animatrice va poser des questions qu'elle ne comprend pas forcément elle-même, mais j'espère que vous les comprendrez. Un accord d'intéressement peut-il être moins disant que la loi concernant le plafond individuel à 75% d'un PAS, PA2S, PAS, c'est quoi? Plan d'action. Plafond annuel de la plafond annuel de la pardon, sécurité bien sûr. sociale. Alors, je répète, un accord d'intéressement peut-il être moins disant que la loi concernant le plafond individuel à 75% d'un plafond? Pour moi, ce n'est pas interdit. Oui, C'est pas oui. interdit. Les plafonds de la participation, comme je le disais tout à l'heure, sont d'ordre public, donc on ne peut pas y toucher. Les plafonds de l'intéressement, dispositif facultatif qui est librement négocié, peuvent choisir des plafonds inférieurs. Oui, sur le plafond de la participation, il y a une jurisprudence d'assaut qui fait qu'on ne peut pas y toucher, alors que pour l'intéressement, il n'y a rien qui l'interdise. D'accord. Autre question, les nouveaux accords d'intéressement sont sécurisés socialement et fiscalement dans les conditions que vous venez de rappeler. Qu'en est-il des anciens d'accords anciens renouvelables par tacite reconduction? À mon avis, il faut le redéposer, l'accord. Il faut le redéposer, autrement Donc, la tacite reconduction, l'accord continue à s'appliquer. D'accord. Mais il faut redéposer l'accord et il ouvre une nouvelle... Si l'accord n'a pas fait l'objet de remarques de la part de la directe, il n'y a pas de raison. Il est aussi sécurisé. Il est aussi sécurisé, oui. Autre question enfin, je crois que vous aviez plus ou moins répondu, mais tout de même, précisons-le, les salariés bénéficiaires d'un intéressement de projet recevront-ils également la prime d'intéressement versée à tous les salariés? Oui. Oui, hein, Oui. c'est... Ah oui, il est intégré. Logique, voilà. L'accord de projet, il est intégré dans l'accord d'intéressement principal. Donc, il n'y a pas de raison de les exclure sous prétexte qu'ils ont un projet. Ils participent aussi au résultat de l'entreprise, ou à la performance. Parfait. Eh bien, bon, je pense qu'à la fin, on fera, parce qu'il me parvient encore des questions sur la partie 1, qui est la participation, c'est bien logique. Donc, on essaiera de garder un tout petit peu de temps pour répondre à ces questions. Nous passons donc à la séquence le plan d'épargne entreprise. Et là, je ne me souviens plus, c'est vous, Gérard, à nouveau, qui nous donnait les principales modifications. Alors, il n'y a pas beaucoup de modifications
applicable au PE en lui-même et en dehors de l'actionnariat, des dispositions spécifiques à l'actionnariat salarié, qui elles sont nombreuses. Il y en a une sur laquelle je m'interroge depuis que j'en ai pris connaissance, assez difficilement d'ailleurs parce que le texte s'étale sur de nombreuses pages, c'est le partage de la plus-value de cession de l'actionnaire principal ou des actionnaires avec les salariés. L'article 162 de la loi a modifié à la fois le code de commerce, le code de et le code du travail pour instituer la possibilité, je dis bien c'est une possibilité, ça n'est qu'une faculté, un partage qui est de toute façon limité à 10% de la plus-value par contrat conclu entre la société et les représentants des salariés, au terme duquel l'actionnaire ou les actionnaires qui ont cédé des titres ou qui ont cédé l'entreprise s'engagent à céder aux salariés, c'est la société qui le fera, après avoir déduit les charges fiscales et sociales, et notamment le forfait social, qui lui s'applique là au taux de 20%, à des salariés qui ont de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté qui peut varier, ce qui est tout nouveau en matière d'épargne salariale, de 3 mois à 2 ans. Donc c'est pour dire si le texte est complexe. Et donc les sommes peuvent être assez importantes puisque le plafond de distribution de cette plus-value partagée, entre guillemets, atteint 30% du PAS, ce qui correspond à 12 000 € actuellement, ce qui est quand même pas mal. Enfin, c'est un texte qui me paraît... alors c'est réparti proportionnellement au salaire ou à la durée de présence ou de façon uniforme comme la participation et l'intéressement. C'est encore une fois le contrat qui doit en décider. C'est un texte qui me paraît complexe à mettre en œuvre. C'est peut-être une bonne idée. Je ne me rends pas bien compte, mais il faut encore que les actionnaires soient généreux pour que ça puisse être mis en œuvre. Enfin, ça me paraît compliqué. Il y a 2 autres modifications dans le texte, dans la loi Pacte. C'est d'abord le relevé annuel de situation de l'adhérent qui fait l'objet d'un nouvel article du Code du travail qui est beaucoup plus précis. Chaque année, le teneur de compte devra adresser un relevé annuel de situation comportant l'ensemble des versements du salarié et ses choix d'épargne, le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l'année écoulée. Et le relevé comporte un très grand nombre de mentions qui figure à l'article D3332-16-1 nouveau du Code du travail. Il y en a vraiment beaucoup, il est assez long le texte. C'est des informations d'une manière générale sur Oui, ce sont des informations, c'est une modification utile. Est-ce qu'elles seront claires ces informations? Est-ce que ce sera compréhensible? Totalement. Je veux juste oui, rajouter oui, c'est vraiment la pratique. Oui, c'est bien, c'est la mise en pratique. Quels sont les versements? Oui, combien avez-vous sur votre plan? Dans quoi c'est investi? Donc les salariés vont s'y retrouver. Je voudrais juste ajouter un mot à ce que disait M. Kestenbaum. C'est que c'est tout sauf une nouvelle obligation pour les entreprises. C'est pas elles qui sont visées, ce sont les sociétés de gestion qui gèrent les plans d'épargne salariale. Et même pour elles, le relevé annuel de situation de compte, elles y étaient habituées. Nous avions simplement constaté que suivant les sociétés de gestion, la présentation de ce relevé annuel était extrêmement hétérogène, ce qui, pour des salariés qui changeaient d'entreprise, n'était pas très simple. Elles avaient du mal à s'y retrouver. Quelquefois, nous-mêmes, quand nous avions connaissance de ces relevés, nous avions un peu de mal à comprendre les différentes lignes qui figuraient sur le relevé. Donc la volonté avec les sociétés de gestion, quand on a fait ça en bonne intelligence, c'était simplement d'homogénéiser quelque chose qui existe déjà, qui permettra aux salariés de mieux s'y retrouver et qui en aucun cas n'est une nouvelle obligation pour les entreprises.
D'accord. Vous aviez un troisième point, Gérard? Non, l'aide à la Oui, décision. j'avais un troisième Oui. point qui est sans doute passé un peu inaperçu. C'est que désormais, jusqu'à présent, le règlement du PE devait obligatoirement déterminer les conditions dans lesquelles le personnel était informé de son existence et de son contenu. Mais la loi Pacte a ajouté qu'il devra également prévoir les conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision d'investissement pour les bénéficiaires. Donc c'est pas Une aide ou une préconisation une aide. Ben, je pense que ça va avec préconisation. Les salariés ne sont pas obligés d'écouter leurs conseillers. Oui, Vous avez un commentaire, monsieur Les Deschamps, chefs sur ce d'entreprise point? non plus. C'est une mesure minimaliste sur quelque chose qui existe déjà. L'aide à la décision, c'est essentiellement les sites des sociétés de gestion qui sont en général très bien faites. Donc ce n'est pas forcément un conseiller spécifiquement dédié. Donc il ne faut pas faire porter sur cette mesure un point trop grand. Mais chaque salarié pourra facilement accéder à une aide à sa décision, c'est-à-dire à une présentation absolument limpide des supports de gestion qui sont à sa disposition et de leurs facteurs de risque. D'accord. Et j'ai une question justement qui m'arrive. Les textes imposent une aide à la décision lors de l'investissement, c'est ce qu'on vient de dire. Mais y aura-t-il un suivi du conseil pendant la période d'indisponibilité des sommes? Sur les arbitrages, Oui. suppose que l'utilité c'est de ça. faire des arbitrages. C'est possible, mais en tout cas, c'est pas directement prévu par le En texte. effet. Mais c'est au teneur de compte et au gestionnaire d'en décider avec les partenaires. Les produits financiers sur le PE ne sont assujettis qu'aux prélèvements sociaux, contrairement au PER collectif, je suppose, où ils sont assujettis à 30%. Petit point d'exclamation, un futur brillant pour le PE comme produit d'épargne retraite, point d'interrogation. Est-ce que vous avez compris la Là, je question? crois que, franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai l'impression qu'on mélange plusieurs choses. Bon, Qu'on fait Je crois que un c'est méli-mélo de ce qui est visé, dispositifs. c'est au moment de la sortie du PE, le traitement des intérêts, des Ouais, plus-values, des plus-values, oui. qui effectivement pourrait sembler plus Favorable. favorable en ce qui concerne le PE par rapport au nouveau dispositif de retraite. Ceci étant, le PE peut être aussi un dispositif à moyen terme, car s'il impose une durée de blocage de 5 ans, tout le monde sait très bien que les salariés ont tendance à laisser leurs avoirs plus longtemps que 5 ans sur leur PE. très bien. Alors, je propose que nous passions maintenant à la 4e séquence, l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié et la gouvernance des FCPE. Alors là, je pense que vous intervenez tous les deux. Je ne sais pas en quel... Peut-être commencer. si vous allez- C'est M. vous Deschamps qui commencez, intervient M. le Deschamps. premier Parfait. sur les... Je vais exposer 3 mesures relativement importantes, surtout pour les entreprises, qui font de l'actionnariat salarié et très favorables aux salariés eux-mêmes. Alors la première, c'est l'existence d'un abondement unilatéral de l'employeur. Bon, c'est un peu un oxymore dit comme ça, puisque l'abondement est en théorie la contrepartie d'un investissement du salarié. Or là, quand une entreprise décidera d'une opération d'actionnariat salarié, elle pourra verser à ses salariés, avant même qu'ils investissent dans les titres de l'entreprise, un abondement unilatéral qui doit être décidé évidemment dans le règlement du plan et qui leur permettra en quelque sorte d'amorcer leur épargne en titre de l'entreprise. Cet abondement unilatéral n'est pas sorti tout seul de l'imagination du législateur. Il existait déjà en matière de PERCO pour les plans d'épargne de retraite des salariés. Les employeurs pouvaient déjà verser un abondement unilatéral pour encourager les salariés à se constituer une épargne en vue de la retraite. C'est donc la transposition au niveau de l'actionnariat salarié d'un dispositif qui existait déjà pour l'épargne retraite et qui, là, est destiné à favoriser l'actionnariat salarié. Alors, il est modeste, puisqu'il est limité à 2% du PAS. Le plafond a été fixé justement dans le décret du mois d'août. C'est le même plafond qui existait déjà. Pour autant, même s'il est modeste, il peut avoir un vrai effet d'entraînement.
reste aux entreprises à se l'approprier. La deuxième mesure... Je me permets de vous interrompre juste parce que j'ai une question qui s'applique vraiment à ça, à ce que vous venez de dire. Quel forfait social est appliqué à ce versement unilatéral et les salariés peuvent-ils s'opposer au versement unilatéral s'ils ne veulent pas devenir actionnaires? Alors, le forfait social dépend en fait de la taille de l'entreprise, puisque s'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés, comme n'importe quel abondement, il n'y a aucun forfait social. Autrement, c'est le forfait social qui s'applique en fonction de la taille de l'entreprise. Sur l'opposition des salariés, on est très mal à l'aise sur ce type de questions, comme sur l'opposition, par exemple, de toucher sa participation. C'est quelque chose qui existait il y a quelques décennies, parce qu'on considère que sur des dispositifs collectif, l'opposition individuelle est une contradiction de principe. Surtout que l'on n'est jamais sûr dans ces cas-là si l'opposition individuelle est réellement spontanée. Donc on aurait tendance à dire que sur l'opposition individuelle, non. En matière de dispositif collectif, on préfère ne pas en entendre parler. Si le salarié est profondément choqué de recevoir un abondement unilatéral et une somme d'argent sur laquelle il n'escomptait pas, eh bien, ma foi, quand elle sera disponible, il pourra la verser à une association opposée à l'épargne salariale, par exemple. Mais la renonciation individuelle, c'est quelque chose qui nous donne de l'urticaire à la DGT, j'avoue. D'accord. Mais, Monsieur Dichand, je peux me permettre une question? Oui. Dans la mesure où c'est un versement qui vise l'acquisition d'actions, c'est le taux réduit du forfait social qui s'applique. En effet, oui. Oui, c'est 10%. Oui. Hein. Non, mais parce que... Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, dans ce cas-là, on ne passe pas de on 0 à 20%. On ne passe pas de 0 à 20%, Exactement. On passe de 0 à 10. Exactement, j'étais un peu rapide. Et encore une question sur cet abondement unilatéral. Peut-il être réalisé directement en action de l'entreprise? Dans les faits, c'est ce qui va se passer. S'il s'agit de proposer des actions de l'entreprise, l'abondement unilatéral va être investi en titre de l'entreprise. Maintenant, ou en part de FCPE. Ouais, c'est pratiquement une nouvelle version des actions gratuites. Modeste. Modeste, modeste, puisque cette année c'est 810 €. Ouais. Mais c'est quand même une nouvelle version, ce qui est un peu embarrassant parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Très bien, je vous laisse reprendre le fil de votre déroulé sur l'action. Facile. L'autre mesure qui est relativement importante aussi, qui va être très appréciée des entreprises, je pense, c'est la décote. Vous savez que quand les entreprises font de l'actionnariat salarié, ils ont le droit de proposer leurs titres, non pas tels qu'ils sont estimés au cours de bourse, mais avec une décote qui peut aller de 20 à 30% suivant la durée de détention de 5 ou de 8 ans. Les décotes sont devenues plus favorables puisque la décote de 20% a été augmentée à 30%. Et on a quand même un titre de l'entreprise qui est minoré d'un tiers, c'est pas de près d'un tiers, ce n'est pas négligeable. Et à partir du moment où il y a une durée de détention plus longue, la décote peut passer de 30 à 40%. Donc si l'on additionne sur les mesures favorables, sur les dispositifs favorables à l'actionnariat salarié, on peut avoir un abondement unilatéral de départ, plus quand le salarié investit dans les titres de son entreprise, une décote extrêmement importante, plus l'abondement normal qui peut aller jusqu'à 300% de l'investissement du salarié. Donc en matière d'opérations d'actionnariat salarié, les entreprises ont tous les instruments à leurs mains pour en faire une franche réussite. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, elles savent bien les utiliser. Et dernière mesure sur laquelle je veux insister, c'est le fonds reprise de l'entreprise qui existe dans le plan d'épargne entreprise depuis déjà décembre 2006. Le fonds reprise permet, c'est un fonds spécifique, c'est un FCPE spécifique qui accueille les titres de l'entreprise à hauteur de 95% de la valeur du fonds, qui permet en fait à un chef d'entreprise propriétaire de son entreprise de transmettre son entreprise à ses salariés dans des conditions préférentielles.
il faut que les salariés participent en partie à cette opération de reprise et surtout, il faut qu'ils investissent eux-mêmes une partie de leur rémunération dans le cadre de cette action. C'est un fonds qui a été critiqué dans la mesure où il imposait une participation des salariés, mais surtout dans la mesure où il limitait leurs possibilités d'investissement, puisque le plafond du quart de la rémunération, qui est un plafond général d'investissement dans le PEE, leur était opposable. La mesure très importante de la nouvelle loi, c'est de faire passer ce plafond du quart à 100% de la rémunération annuelle. Il est très clair que ce qui est visé, c'est la réussite de la reprise d'entreprise, préférentiellement par l'encadrement. Ce qui était peut-être un peu compliqué avec les mesures actuelles. Ceci étant, même si le fonds reprise d'entreprise à l'intérieur du PEE est peu utilisé, il faut le dire, on va voir si les nouvelles mesures permettent une utilisation plus efficace. Il a le mérite d'exister, d'un outil extrêmement performant pour la reprise d'entreprise. Et par exemple, c'est lui qui a permis la pérennité d'une entreprise comme la Redoute. Donc, quand c'est bien utilisé, quand c'est bien expliqué, c'est un outil performant. Il reste à être mieux connu. Et là, les mesures de la loi PACTE vont peut-être permettre un coup de projecteur sur un dispositif très utile. Gérard, vous avez des éléments sur cette partie ou je passe aux questions qui sont nombreuses? Sur le FCPE de reprise, jusqu'à présent, effectivement, non, sur l'ensemble de cette partie 4, comme le oui. disait, oui, effectivement, j'ai quelques observations, Alors. mais sur le FCPE de reprise, il y a effectivement, jusqu'à présent, c'était très difficile à mettre en œuvre à cause du côté restrictif du texte et puis d'une ambiguïté dans la compréhension, dans la lecture que certains en faisaient. Certains avaient l'impression que le FCPE de reprise, c'était une institution autonome. La réponse, c'est, je crois que je vous ai posé la question quand j'étais encore en activité. C'est pas indépendant du PEE, en tout cas. C'est pas indépendant du PEE, contrairement à ce que certains croient. Effectivement, il y a quelques modifications qui sont moins importantes que celles évoquées par M. Dichand. Il y en a une qui, quantitativement, pourrait se révéler importante, c'est l'extension de l'actionnariat salarié au SAS. Aux sociétés par action simplifiées, parce qu'il y en a beaucoup des SAS, notamment dans les groupes de sociétés. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de possibilité parce que ces sociétés ne peuvent pas être cotées en bourse. Donc il y en avait sans doute moins. Donc il y aura peut-être une extension de l'actionnariat salarié de ce côté-là. Il y a aussi une extension aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés dont les titres ne sont pas des actions mais des parts sociales. Effectivement, sous deux aspects. D'abord, dans l'actif du FCPE, on peut avoir des parts sociales, dans l'actif du FCPE de l'article L214-165 du Code monétaire et financier, de l'actionnariat salarié. Et d'autre part, comme pour les stocks options, le salarié qui a des avoirs dans un PEE peut les débloquer en tout ou en partie pour acquérir des parts sociales de la société qui l'emploie. Ce qui peut s'avérer effectivement intéressant. Maintenant, on n'a pas vu la taille des SARL, ça peut être intéressant dans des startups, mais vu la taille en France des SARL, ça sera pas très répandu. C'est pas très important. La modification la plus importante porte en fait sur les règles alternatives de désignation des représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE d'actionnariat salarié et surtout sur les modalités d'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise. On a deux mécanismes dans le Code monétaire et financier de désignation des représentants au conseil de surveillance. Un premier qui consiste à ce qu'il n'y ait au conseil de surveillance que des représentants élus du personnel ou désignés par une organisation syndicale et ils exercent leur droit de vote
normalement. Ce n'est certainement pas le mode le plus répandu. Il y en a un deuxième qui est calqué sur celui des FCPE diversifiés, de l'article L214-164, où les membres du conseil de surveillance sont désignés selon un mode paritaire, à égalité entreprises et salariés. Le président du conseil de surveillance étant nécessairement un membre salarié. Alors la nouvelle règle, c'est que désormais, pour l'exercice des droits de vote, je reprends le texte parce que donc lorsque les salariés qui représentent les porteurs de parts et qui exercent leurs droits de vote attachés au titre émis par l'entreprise, si la discussion a lieu en présence des représentants de l'entreprise, les opérations de vote exigent que ces derniers quittent la réunion du conseil de surveillance. C'est-à-dire qu'en gros, on discute de la gestion de l'entreprise ou de la valeur du titre. Il y a une discussion en commun entre tous les représentants, ceux de l'entreprise et ceux des salariés, mais au moment du vote, les représentants de l'entreprise doivent sortir de la salle. Alors, personnellement, je vais me permettre une appréciation. Je regrette la brutalité Je comprends la portée du texte, le sens du texte. Je regrette la brutalité de la formule. Ça me rappelle ce que je voyais pendant mes 10 premières années d'activité, quand j'étais jeune conseiller juridique, dans les années 70-80, où on demandait aux représentants du comité d'entreprise de quitter la pièce quand on discutait de la rémunération des dirigeants et des administrateurs. Je pense qu'on aurait pu décider que comme pour le comité d'entreprise, le comité social et économique, pour le président par exemple, ou pour les représentants de l'entreprise, qui ne participent pas au vote. Mais de là à leur demander de sortir, je trouve ça un peu fort, un peu violent. Alors, j'ai quelques questions là qui sont tout à fait sûrement sur là-dessus, ce sujet. oui. Alors, enfin autour en tout cas. Oui. Est-il possible de limiter le corps électoral des représentants des porteurs de parts du conseil de surveillance d'un FCPE aux seuls salariés porteurs de parts? Autrement dit, peut-on en exclure les porteurs n'ayant pas la qualité de salarié? N'ayant pas la qualité de salarié? Bah oui. Bah oui. Vous comprenez la question? Vous comprenez ce que ça peut être des mandataires sociaux, par exemple. Oui, d'accord. Bah oui, on peut les exclure, les mandataires sociaux. Très bien. Pêle-mêle, est-il nécessaire... Mais c'était peut-être pas ça le sens de la question. J'avoue que c'est pas évident. Parce que, est-ce que c'était pas plutôt... Est-ce qu'on peut exclure les salariés qui ne sont pas adhérents du PE? C'est ce que j'aurais pensé. Mais qui n'ont pas de part dans le FCPE. Je vous ai lu la question salarié. telle qu'elle était. Effectivement, ça paraîtrait plus logique telle que on se la formule. Alors, est-ce qu'on peut exclure les salariés qui ne sont pas porteurs de part? On va répondre à cette question. Je répondrai, je crois, sur le site. Je ne sais pas, M. Dichamp a peut-être une réponse. Moi, je crois que non. C'est les salariés qui les désignent. C'est une colle là qui nous a été posée, je crois. Ouais. Non, mais j'approuve M. Kestenbaum, mais j'attendrai de voir sa réponse. On attend. Mais je pense que la réponse est négative. Ce sont les salariés qui désignent, ce n'est pas les porteurs de parts. Est-il nécessaire de modifier le plan d'épargne pour mettre en place l'abondement unilatéral? Oui, je crois. Ah oui, oui. C'est l'abondement, oui. comme tout abondement, est facultatif, mais c'est le règlement qui doit le prévoir. D'accord. Oui, même s'il est unilatéral. C'est clair. Beaucoup d'entreprises privilégient la décote à l'abondement. Qu'en pensez-vous? C'est un choix. Hein. Faut quand même rappeler qu'on peut faire de l'abondement en action gratuite. Hein. Mais la décote, effectivement, c'est plus simple. Très, très attirante. Mais c'est un choix de l'entreprise. Obligation de formation des membres des conseils de surveillance des FCPE, 3 jours. On n'a pas évoqué ce point, mais... Pardon L'obligation de formation des membres des conseils de surveillance des FCPE, si, ça 3 reste, jours. Effectivement. Alors, c'est 3 jours. Ça a été modifié, La question qui nous est posée, c'est période de mise en conformité, quid pour les membres représentant la direction?
Ah, ils sont... Non, On c'est a des bonnes uniquement les questions, porteurs. hein. C'est uniquement les. C'est unique. Ça peut être des représentants de la direction à condition qu'ils soient porteurs de part. Voilà. Parce que le texte, D'accord. c'est l'article 167 de la loi, il vise les représentants des porteurs de part qui doivent bénéficier d'une formation économique, financière et juridique d'une durée minimale de 3 jours. Là, Tout représentant des porteurs de part. j'ai des questions vraiment techniques. Enfin, à mon sens, je ne veux pas dire. Mécanisme de partage des plus-values. Est-il possible de substituer un supplément d'intéressement ou de participation à l'engagement de partage des plus-values le moment venu si la cession de l'entreprise intervient avant 3 ans ou qu'il y a une impossibilité de le verser pour des raisons techniques ou juridiques? Je ne vois pas le rapport avec le supplément d'intéressement ou de participation. Ça, c'est superfétatoire. Soit il y a une décision de supplément d'intéressement et de participation qui a été prise, il faut l'exécuter. Il n'y a pas le choix. Quant au partage des plus-values de cession, on est sur un mécanisme totalement différent qui est laissé à l'appréciation d'un actionnaire. Je vois difficilement le mélange des genres entre les deux dispositifs. Moi aussi, je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs de faire ça. Encore une plus pratique cette fois-ci. Les questions-réponses annoncées par le ministère du Travail au sujet de la nouvelle disposition versement unilatéral d'actions gratuites. Question-réponse, c'est un document, c'est ça. Ce document, donc question-réponse, sur les nouvelles dispositions du versement unilatéral d'actions gratuites dans le FCPE, est-il disponible? À quelle adresse web, s'il vous plaît? C'est la question qui fâche. On s'est engagé à faire paraître une instruction sous forme de questions-réponses. Alors pas du tout spécifiquement sur cette question-là, mais sur l'ensemble des mesures épargne salariale de la loi Pacte. Donc on va tenir cet engagement, sauf qu'il a pris du retard, je l'avoue. Mea culpa. C'est une instruction interministérielle, donc dans ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué. Et il est en train d'être validé, il sera disponible très prochainement. Il sera disponible sur le site du ministère du Travail, bien sûr, mais aussi sur le site du ministère de l'Économie. Très prochainement. Très prochainement. Voilà. Alors, encore une, et puis après on va passer à un autre chapitre. Comment le ou les représentants des salariés actionnaires devront-ils être désignés? Si le président du conseil du FCPE est déjà élu par les porteurs de parts, peut-il être proposé à la désignation par l'AG? Ou bien est-il nécessaire de procéder à une nouvelle consultation des porteurs de parts pour la désignation des représentants des actionnaires salariés au conseil de la société? Et à quelle date cette disposition s'applique-t-elle? Au 1er janvier 2021. Et pas au 1er janvier 2020 ni en 2019. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je crois que finalement, je suis en mesure de répondre à la première question qui m'avait été posée. C'est que les salariés qui représentent les porteurs de parts, ils sont élus parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts. Et pas parmi l'ensemble des salariés. J'ai retrouvé l'article L214-165 dans sa nouvelle rédaction. Dans son ancienne rédaction, c'était l'ensemble des salariés. D'accord. Donc et dans sa nouvelle rédaction, voilà. Très bien. Alors en principe, c'est uniquement les. D'accord. C'est uniquement les représentants porteurs de parts qui élisent le président. Puisque c'est parmi eux qu'il est élu. Alors. Je pense qu'on va passer. Paraît logique. Encore une dernière. Allez, l'obligation de formation est-elle uniquement pour les FCPE d'actionnariat? La formation de... En fait, tel que le texte est écrit, ça peut inclure les FCPE autres diversifiés. Parce que... il n'est pas sûr que la rédaction était celle qui était voulue à l'origine, puisque c'était plutôt une mesure actionnariat salarié dans la partie de la loi Pacte sur l'actionnariat salarié, mais la mesure est beaucoup plus généraliste. Parce que le texte, il vise les représentants des porteurs de parts des FCPE et pas les représentants des porteurs de parts des FCPE d'actionnariat salarié. D'accord. Donc, très bien. Alors, nous abordons la 5e et dernière partie autour du PERCO, assez rapidement, je pense. Et puis, ensuite, comme on est à peu près dans les temps, je vous propose de faire un petit pot pourri de questions, encore de quelques minutes, reprenant des questions assez nombreuses sur la participation qui nous sont parvenues en cours de route, ce qui est assez logique. Alors sur le PERCO, une introduction avec quelques petites mesures. Déjà,
historiquement, pour que les salariés aient plusieurs options d'investissement dans les plans d'épargne salariale d'entreprise, il était obligatoire, quand on mettait en place un PERCO, d'avoir déjà mis en place un plan d'épargne entreprise. Afin de faciliter la mise en place des dispositifs d'épargne retraite d'entreprise, cette obligation a été supprimée. C'est-à-dire que dans une entreprise qui souhaite mettre en place un PERCO maintenant, elle n'a plus à se poser la question de dois-je négocier préalablement un PE, elle peut passer directement par la mise en place d'un PERCO. Autre mesure importante qui a fait couler un peu d'encre, c'est le plafonnement des frais de gestion pour le PERCO. Alors ça ne concerne pas tous les salariés, mais uniquement les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise, qui n'ont pas de PERCO dans leur nouvelle entreprise ou qui n'ont pas dans une nouvelle entreprise tout court. Les frais de gestion de leur ancien PERCO devenaient à leur charge. Les entreprises ne prenaient en charge les frais de gestion que pour leurs propres salariés. Or, le PERCO implique un blocage, une indisponibilité jusqu'au départ à la retraite du salarié. Donc une indisponibilité très longue, et si le salarié ne pouvait pas faire jouer son cas de déblocage anticipé, acquisition de la résidence principale, eh bien ces sommes pouvaient rester bloquées, c'était le but d'ailleurs, jusqu'au départ à la retraite. Or, sans prise en charge des frais, les frais pouvaient minorer de beaucoup les sommes investies dans le PERCO, et certains frais paraissaient quand même excessifs. Dès lors, le législateur a voulu légiférer, il a renvoyé un décret d'application la désignation d'un plafond de frais de gestion à la charge des anciens salariés. Le décret du mois d'août a donc fixé le montant des frais annuels pour les PERCO dans le cas des anciens salariés à 20 € par an. Donc c'est un montant de frais de gestion minimum, voire minimaliste. Et pour les pour les épargnants plus modestes qui n'ont pas sur leur PERCO une somme supérieure à 400 €, voire inférieure à 400 €, le montant des frais ne pouvait pas excéder 2% de leurs avoirs. C'est quelque chose qui a été discuté, bien sûr, puisqu'on intervient dans les relations contractuelles, mais pour autant, c'était une mesure qui s'avérait nécessaire pour que les salariés ne voient pas leur épargne indûment ponctionnée. Ces mesures sur le PERCO, évidemment, me donnent l'occasion rêvée pour parler rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif de ce matin, mais pour me parler de la réforme plus vaste de la retraite d'entreprise, puisqu'une des grandes mesures de la loi Pacte, qui n'était pas d'ailleurs dans la partie épargne salariale, qui est dans une partie spécifique de la loi Pacte, c'est de réformer radicalement les retraites d'entreprise, le PERCO et les anciens articles 83. Dorénavant, sont mis en place 2 dispositifs qui ont vocation à succéder à ces anciens dispositifs et qui sont totalement calés sur la mécanique du PERCO. C'est important de le dire parce qu'au départ, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des mouvements divers et variés sur les premières moutures du projet, où le PERCO était plutôt radicalement remis en cause. Il y a eu une remise d'équerre totale. C'est plutôt le PERCO qui, dorénavant, donne le là. Il y a un nouveau dispositif qui a vocation à lui succéder, mais qui n'a pas d'acronyme officiel, donc j'ai du mal à le présenter. C'est le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, on va dire PERCO ou PEREC, ou certains disent PERCOL, au choix. C'est la même chose. Bon, il faudra quand même un acronyme officiel pour que les salariés s'y retrouvent. C'est quasiment la même chose que le PERCO. C'est le même dispositif avec un avantage supplémentaire, c'est que dorénavant, pour les versements libres qui ne permettaient aucune défiscalisation à l'entrée pour le PERCO, eh bien pour le PERCO,
ou le PEREC ou le PERCOL, les salariés vont pouvoir choisir l'option défiscalisation à l'entrée. Mais à contrario, s'ils choisissent cette option, évidemment, ils seront fiscalisés à la sortie sur les intérêts cumulés par ces versements libres. Par contre, que ce soit PERCO ou PERECO, PEREC, PERCOL, il n'y a pas de différence de statut sur l'intéressement et la participation qui sont investis, qui sont défiscalisés à l'entrée et qui ont toujours le même statut à la sortie. Donc ce sont des dispositifs assez de même que le nouveau dispositif qui succède à l'article 83 n'est pas très différent de l'ancien article 83, mais il va s'inspirer du PERCO, notamment pour les sorties en capital. Et surtout, ces deux dispositifs continuent à pouvoir être conciliés au sein d'une même entreprise. Le PERCO, ou comme vous l'entendez, est toujours un dispositif totalement collectif, comme le PERCO. Et le nouveau dispositif qui est censé s'appeler PEROB, ou PERO, plan d'épargne retraite obligatoire, quand il est mis en place, ou le PERO, qui succède à l'article 83, a vocation lui aussi à être plutôt catégoriel. Donc on a deux dispositifs complémentaires, mais pas concurrents, qui viennent se superposer au dispositif actuel, qui sont plus homogènes les uns par rapport aux autres, qui sont portables. On pourra apporter des investissements dans l'un et dans l'autre, alors que jusqu'à présent c'était extrêmement limité. Donc c'est une mesure qui organise une portabilité plus efficace. Ceci étant, je m'arrêterai là parce que ces dispositifs sont quand même complexes. Et surtout, ça mériterait peut-être un webinaire intégralement consacré. J'insiste sur un point. Le nouveau dispositif PERCO ne rend pas le PERCO obsolète. Le PERCO existe toujours. On peut toujours en mettre en place. Sauf que, à partir du 1er octobre 2020, on ne pourra plus instituer de PERCO dans son entreprise. Si l'on veut instituer un plan d'épargne retraite collectif, ça sera le nouveau dispositif, le PERCO, qui prendra le relais. Mais les PERCO déjà institués pourront continuer à vivre leur vie. Ça, c'est important à souligner. Merci. Effectivement, sur ce dernier point, je crois que nous reviendrons sur une nouvelle émission consacrée à la retraite. On peut peut-être ajouter que tous ces dispositifs ne se trouvent plus dans le Code du travail, ni même dans le Code de la sécurité sociale, mais dans un nouveau chapitre du Code monétaire et financier. Très bien. Alors, maintenant, je vais donc essayer de repasser les questions qui nous sont arrivées sur différents chapitres. On va consacrer vraiment maxi une dizaine de minutes, donc je vous demanderai de répondre le plus vite possible pour en traiter un maximum. Alors, attendez que je m'y retrouve. Alors, je suis sur la participation. Certains parlent apparemment, de passer à un plafond pour le calcul de la participation, pour l'écrêtage, ce que vous appeliez l'écrêtage, je crois, non plus à 3 plafonds, mais à 2 plafonds. Est-ce vrai ? Ah, mais on peut ça a tout été évoqué imaginer. dans les débats. Je pense que ça a été évoqué, mais jusqu'à la remise du rapport, le plafond de 3 passes ne changera pas. Mais effectivement, certains des députés souhaitent, pour la répartition de la participation, aller vers un caractère plus uniforme, plus égalitaire. C'était très marqué dans les débats, donc c'est quelque chose qui va rebondir, mais pas tout de suite. On parle de... non, là, ça on l'a pas posé, pardon. Si le salarié ne se prononce pas sur le placement de sa participation, comment devons-nous la traiter ? Sur le placement de sa participation. Oui, c'est curieux. Alors, sur l'affectation ? Sur l'affectation, sans doute. Alors, en matière de participation, quand le salarié ne décide pas, mais ce n'est pas propre à la loi PACS, ça existe. Oui, ça existait déjà. Depuis 2010, si un salarié ne choisit pas d'investir sa participation, de demander la disponibilité de sa participation, elle est automatiquement investie 50% sur un PE, 50% sur un PERCO, si un PERCO existe dans l'entreprise.
Donc là-dessus, cet équilibre général n'est pas modifié par la loi Pacte ni par l'existence d'un pair recours. Par contre, et cette question me donne l'occasion d'évoquer cette disposition qui a été introduite par voie d'ordonnance cet été, qui est peut-être passée un peu inaperçue, sur les nouveaux pairs recours. Quand le salarié voit sa participation investie par défaut parce qu'il ne s'est pas prononcé, il a un droit de remords. C'est-à-dire qu'il aura, pendant un mois, il aura droit de demander le remboursement de sa participation sur son compte bancaire. D'accord. Donc, la participation sera sortie du pair reco pour être remis en main propre au salarié, ce qui veut dire que dans ce cas-là, le salarié abandonne la défiscalisation de la participation qui va être traitée comme une participation immédiatement disponible. Et donc soumise à l'IR. Comment calcule-t-on, moi je change de question, je vais vite, comment calcule-t-on l'effectif dans les UES? C'est quoi, Unité économique et sociale, c'est ça, UES? Oui, c'est un acronyme, je ne connais pas tous mes acronymes. Entreprise par entreprise ou bien au niveau de l'UES? Cela a son importance pour l'exonération du forfait social et la justice ou l'assujettissement à la participation. Là, c'est une question complexe pour une Ah oui, c'est une question complexe. Nous y répondrons plus tard. Sur l'assujettissement à la participation, c'est l'UES qui est assujetti. Bah oui. Donc, l'important, le calcul de l'effectif se fera au niveau de l'UES. D'accord. Sur le droit au forfait social zéro, le Code de la sécurité sociale est clair, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés. On ne vise que l'entreprise. Donc, dans un cas comme celui-là, pour moi, le forfait social à zéro est réservé aux entreprises de moins de 250 salariés, même si elles sont intégrées dans une UES de plus de 250 salariés. De moins de 50 salariés. Pour l'intéressement. Ah, mais c'était l'intéressement ou la participation? La participation. C'était général, je crois. Oui, j'ai fait peut-être un raccourci sur l'intéressement. C'est zéro si ce sont des entreprises de moins de 50. Par contre, c'est 20 si c'est de la participation au-dessus de 50. Ou de l'abondement. Ou de l'abondement. Mais pour l'intéressement, c'est jusqu'à en dessous de 250. C'est-à-dire jusqu'à 249, parce que là encore, les textes ont été modifiés par l'article 11 de la loi Pacte. Une question sur le PE. Le nouveau relevé annuel de situation qui entre en vigueur au 1er janvier 2020. Est-ce à dire que les gestionnaires doivent communiquer ce relevé dès 2020 ou commencer à le mettre en œuvre au 1er janvier 2020, de sorte que le premier relevé sera communiqué début 2021? Ils doivent commencer à le mettre en œuvre dès le 1er janvier 2020. Oui. D'accord. Quand même leur laisser le temps de se retourner. Donc le premier relevé sera communiqué début 2021. Oui, parce que... Voilà. Oui. Pour le salarié, la mesure deviendra effective en 2021 pour le récepteur. Oui. C'est cela. D'accord, c'est clair. Alors là, nous passons à des questions sur l'actionnariat salarié. Excusez-moi un instant, il faut que je m'y retrouve. La question 11, la voici. Mécanisme de partage des plus-values. Est-il possible de substituer un supplément d'intéressement? Je vous l'ai déjà posé celle-là. Excusez-moi, je m'y perds. Alors, c'est pas si facile. 11h52, voilà. Je ne comprends pas que l'actionnariat salarié commence avec la loi Pacte. Les dispositions du Code de commerce relatives à l'actionnariat salarié, certes prévues pour les SA, ne s'appliquent-elles pas aussi aux SAS? Jusqu'à présent, ce n'était pas explicite. Là, maintenant, c'est explicite. Ce qui semblait dire que ça ne s'appliquait pas. C'était pas d'une grande clarté jusqu'à présent. Voilà. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est surtout ça. On n'en faisait pas en tout cas. Hein. Le vote sur les jamais fait. Le vote sur les titres de l'entreprise logés par le seul choix du gérant, entre guillemets, par le seul choix du gérant, dans des fonds diversifiés est-il obligatoire? Le vote sur les titres de l'entreprise logés par le seul choix du gérant, dans des fonds diversifiés, est-il obligatoire? Je ne comprends pas. On ne comprend pas la question. Ça mériterait d'être précisé. On précise, on passera. Vous pouvez toujours nous envoyer un complément à cette question. Partie 4. La formation de 3 jours des membres des conseils de surveillance doit-elle, pour les FCPE, doit-elle être effectuée avant le 1er janvier 2021 ? À mon avis, oui. Il n'y a pas de date, il n'y a rien de prévu dans la loi là-dessus. Oui. Donc ça s'applique dès le 23 mai 2019. Dès la publication de la loi.
Et pour terminer, quelques questions sur notre 5e partie. Dans le cadre du nouveau PERCOL, sera-t-il possible d'étaler l'imposition du capital lors de la liquidation? Sera-t-il possible de fractionner la liquidation en capital? C'est possible, mais là, je sors mon joker. D'où je renvoie au prochain webinaire Fondact. On va faire une nouvelle émission sur la retraite et PERCO, PEREG. En plus, on va avoir le temps de chercher, de trouver des acronymes, ça va être parfait. Je regarde quand même une dernière. Quid de l'affectation de la participation en cas de défaut de réponse du salarié s'il y a un PERCO sans PE? Considère-t-on une affectation à 100% sur le PERCO? C'est une excellente question. Oui, parce ça, que là, oui. là, on est en face pas d'une impossibilité, mais d'une complexité, car la suppression de la mise en place du PE, jusqu'à présent, s'il y avait un PERCO, il y avait forcément un PE. Donc on ne se posait pas la question, c'était 50% sur le PE, 50% sur le PERCO. La loi était claire. Maintenant, dans la mesure où il peut y avoir un PERCO, sans PE, la question pourrait se poser théoriquement, sauf que en matière d'accord de participation, l'accord de participation est forcément connecté à un plan d'épargne entreprise. Donc, dans les faits, si en théorie c'est une question qui peut se poser, sauf si le PE a été dénoncé et que l'accord de participation est toujours en vigueur, mais on serait dans une situation très compliquée. Dans les faits, c'est un problème qui ne va pas se poser. Que si vous avez un accord de participation, il est forcément adossé à un PE. Et si vous avez mis un PERCO, dans ce cas-là, la participation pourra toujours être équitablement investie et dans le PE et dans le PERCO. La question pourrait se poser pour des entreprises pour les petites entreprises qui mettent en place un PERCO sans participation, mais par définition, là, il n'y a pas d'investissement par défaut puisqu'il n'y a pas de participation. Alors, il m'arrive une question, mais moi j'avais l'impression, elle m'arrive en rafale, donc je vous la pose, mais j'avais l'impression qu'on avait déjà répondu. Peut-on faire un abondement unilatéral en action de l'entreprise? On a déjà répondu à ça. Oui. Et on a dit... Oui, même en part de FCPE, d'actionnariat salarié. Oui, si. Mais sur la SAS, je reviendrai sur la SAS. C'est vrai que théoriquement, jusqu'à présent, les textes visaient les sociétés par action. Or, les SAS sont bien des sociétés par action. Mais on n'avait pas l'habitude de faire C'était pas quand même d'une grande clarté. Ça vise aussi les sociétés en commandite par action, les textes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Elles sont cotées, hein. Les plus grosses sont cotées. Mais il y en a quelques-unes. Il y a Michelin notamment. Il y a Michelin et Hermès, qui est une commandite par action. Mais je répondrai par écrit sur le site de Fondact. On va répondre par écrit, comme on vous l'a dit, à toutes les questions. Il y en avait encore beaucoup d'autres qui n'ont pas été, auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Merci d'abord à nos deux experts de leur participation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez de l'intérêt effectivement pour une nouvelle émission sur les retraites, écoutez, toutes les questions sont bienvenues sur le site de Fondact qui vous remercie.